Bien, merci beaucoup. Et ça a été effectivement une séance assez extraordinaire, séance sur l'avenir qui nous attend. Et donc, voilà, on va parler du présent aujourd'hui dans le domaine des pratiques interventionnelles, dans deux grands domaines disciplinaires, en thoracique et en urologie. Il y aura donc 2 topos urologiques et 3 topos thoraco-cardiaques et pulmonaire. Merci à 2 modérateurs et à l'organisateur Bertrand Doré et à notre ami Iraj Ganjbak de piloter cette séance. Merci beaucoup. Merci. C'est la dernière séance que je modère en ce qui concerne l'interventionnel. C'était tout à fait normal qu'après 12 ans, je passe la main. Donc, ce que je ferai avec un peu de nostalgie, mais avec beaucoup d'espoir, parce que l'Académie de chirurgie a accepté que les pratiques interventionnelles fassent partie intégrante de ses missions, et c'est ce qui est le plus important dans mon esprit. Donc, je donne la parole à notre ami Bertrand Doré pour introduire la partie urologique. Merci beaucoup, Iraj. C'est avec beaucoup de peine que j'apprends ça, parce que effectivement, vous avez été l'initiateur de cette section et elle n'a fait que progresser. Un grand merci. Je peux me permettre de remercier également Iraj parce que vraiment tout le travail qu'il a fait dans ce domaine est considérable et tout ce qu'il a mené actuellement avec les 2 académies dans la réflexion que nous menons sur les évolutions des pratiques opératoires, qu'elles soient chirurgicales et interventionnelles, est vraiment formidable. Et donc le prochain rapport biacadémique dans ce domaine sera certainement en grande partie grâce à lui. Merci beaucoup. Maria, vous pouvez l'excuser parce qu'il n'a été retenu pour co-modérer cette séance et je vais tenter de le remplacer. Il a organisé avec Arlette cette session qui est effectivement sur 2 thèmes et Paul a demandé à Alexandra Masson qui travaille avec lui de nous parler de la réhabilitation accélérée en urologie et en cystectomie essentiellement. Alexandra, merci beaucoup. Bonjour, madame, messieurs. C'est un honneur d'avoir été conviée aujourd'hui pour cette séance interventionnelle. Donc, je suis le docteur Alexandra Masson-Lecomte. Je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis. Alors, ce dont je vais vous parler de l'interventionnel, pas dans la définition d'une technique opératoire ou radiologique interventionnelle, mais de l'interventionnel quand même dans le sens parcours de soins qu'on applique aux patients pour améliorer les suites de la chirurgie. La définition de la Haute Autorité de Santé, de la réhabilitation, de ce qu'on appelle la RAC, c'est la récupération, réhabilitation améliorée après chirurgie. Et je vais commencer par m'opposer un petit peu à cette définition parce que la RAC commence bien avant la chirurgie et je préfère la définir en disant plutôt de la réhabilitation améliorée autour de la chirurgie puisque la période pré- et péropératoire sont absolument fondamentales pour permettre justement une amélioration des suites opératoires après une intervention de chirurgie lourde comme la cystectomie. Donc, je n'ai rien inventé à la réhabilitation améliorée après chirurgie. En revanche, à Saint-Louis, nous avons été l'un des premiers services universitaires à s'emparer de ce parcours de soins qui avait été décrit précédemment, et notamment en chirurgie digestive, et je vais en parler. Et ça nous donne une expérience maintenant de quelques années dans le domaine de l'application à la cystectomie radicale. Donc, la première équipe à avoir décrit un parcours de soins sous la forme d'une approche multidisciplinaire globale périopératoire, c'est une équipe danoise dans les années 90. C'était un duo de chirurgiens digestifs et de gastro-entérologues. Et donc, leur objectif, c'était d'avoir une approche avant, pendant et après une chirurgie digestive lourde, dont l'objectif était de récupérer le plus rapidement les capacités physiques et psychiques antérieures du patient. Donc, le parcours de type RAC permet de diminuer la morbidité, la mortalité, la durée d'hospitalisation et d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc en chirurgie colorectale, il y a déjà eu beaucoup de publications et comme je viens de vous dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a ces prospectifs randomisés qui montrent tous la même chose. Alors la difficulté pour comparer les essais, c'est qu'en fait, il y a de multiples paramètres dans les parcours de RAC et je vais vous le montrer sur les diapositives suivantes. Donc en fonction du nombre de paramètres qui vont être appliqués à chaque patient, ça peut donner des résultats un petit peu différents. Mais globalement, dans l'essai qui est ici, on considérait qu'il fallait qu'il y ait au moins 4 paramètres d'un parcours de RAC qui en comprend généralement entre 15 et 20 qui soient appliqués, donc c'est pas beaucoup,
pour que le patient soit considéré comme dans un parcours RAC. Et avec ces 4 paramètres, sur près de 452 patients, il y avait une réduction de la durée de séjour qui était assez nette, de 2 jours et demi, mais surtout, vous le voyez, une réduction du taux de complications de près de 50% après chirurgie colorectale. Ce deuxième essai montre exactement la même chose. Là, cette fois, c'est 7 paramètres qui avaient été appliqués versus la chirurgie conventionnelle. Et vous voyez une réduction du risque de complications qui est exactement du même ordre, qui est de l'ordre de 50%. Donc, on est quand même sur quelque chose de très, très significatif en termes de réduction de la morbidité post-opératoire. En chirurgie urologique, c'est quelque chose de beaucoup plus nouveau. Je vous ai mis là la capture d'écran. Si vous tapez ERAS en anglais pour Enhanced Recovery After Surgery, parce que c'est le terme anglais, et cystectomie, eh bien, le premier article à avoir été publié l'a été en 2011. Donc, on a été beaucoup plus loin en urologie pour s'approprier ce type de démarche. Mais vous voyez assez clairement qu'il y a eu un boom des publications et c'est aujourd'hui un sujet vraiment d'actualité. Et la majorité des équipes en France aujourd'hui essayent de s'emparer du sujet de la RAC. Mais c'est une chose de vouloir le faire, c'en est vraiment une autre de l'appliquer en réalité au quotidien, et je vais vous le montrer après avec des données, des chiffres en pratique réelle. Donc c'est quelque chose de récent en urologie. Pour autant, on a vu une multiplication des publications sur le sujet. Alors initialement, ce qui s'est passé, c'est que chaque item de la RAC a été évalué indépendamment les uns des autres, et ça a mis un petit peu de temps avant que le parcours se construise complètement et qu'il soit publié. Je vous le montrerai après. Donc vous avez eu cette première étude sur l'effet de l'immunonutrition qui est administrée 7 jours avant l'intervention, qui a montré dans cette étude clairement réduire le taux de complications post-opératoires et en particulier de complications pariétales et digestives. Vous avez ensuite une étude qui a montré l'intérêt, ou plutôt l'intérêt de ne pas faire de préparation digestive, une autre qui a montré l'intérêt de la mobilisation pré- et post-opératoire, encore une sur l'intérêt du chewing-gum pour diminuer l'iléus, qui est un problème majeur après cystectomie. Donc ces publications se sont multipliées jusqu'à un essai prospectif randomisé qui est de moins grande ampleur, il est ici, que ce qui a été publié en chirurgie digestive, mais quand même 101 patients qui ont été randomisés entre un parcours RAC pour la cystectomie et une prise en charge standard. Et même cause, mêmes effets. On a observé exactement les mêmes effets qu'en chirurgie digestive, avec une amélioration significative de la qualité de vie des patients dans le groupe RAC par rapport aux patients qui avaient été pris en charge selon la pratique conventionnelle, une diminution significative des complications, de la consommation nostalgique, de la durée d'hospitalisation et une diminution de l'iléus post-opératoire avec une majoration de la quantité d'aliments ingérés. Tout ça a permis en 2013, donc ça commence à dater un petit peu quand même, il y a presque 10 ans, la publication du premier article proposant un parcours de RAC complet appliqué à la cystectomie radicale, qui a été publié donc dans Clinical Nutrition en 2013, avec 22 points de recommandation. Donc ça, c'est 2013. Et en fait, en France, il a fallu attendre 2018 pour que l'Association française d'urologie s'empare réellement du problème et propose des recommandations françaises auxquelles j'ai participé parmi les co-auteurs, pour appliquer ces protocoles de réhabilitation améliorés après chirurgie à la cystectomie radicale. Alors pourquoi la cystectomie radicale? Eh bien parce que c'est l'intervention de chirurgie urologique la plus lourde. Il faut savoir que la cystectomie, c'est 60% de complications post-opératoires dans les 30 jours, toutes complications confondues, environ 25 à 30% de complications graves et 5% de mortalité, tout patient confondu. Donc on est sur une intervention qui est quand même extrêmement lourde, qui associe donc la cystectomie, une dépéritonisation qui est large, un curage ganglionnaire étendu, un geste digestif avec une reconstruction urinaire qui est plus ou moins complexe, donc une chirurgie très lourde, et ça avait particulièrement du sens d'appliquer ce parcours de soins à la cystectomie radicale. Alors, quelles sont les mesures d'un parcours de RAC? Donc, ces mesures ont été un petit peu extrapolées pour les appliquer à la cystectomie radicale, mais elles sont en fait très proches des mesures mises en place pour tous les parcours de RAC, quelle que soit la procédure chirurgicale. Donc, évidemment, il y a une part d'information des patients sur le protocole, les dérivations urinaires, etc., une aide au sevrage tabagique. Dans les points qui sont les plus importants, évidemment, il y a une partie anesthésique avec l'optimisation des comorbidités préopératoires, le traitement de l'anémie. Ce qui est très, très important dans cette partie-là, c'est la kinésithérapie. Donc, dans les parcours de RAC, il faut que le patient soit mis en contact avec un kinésithérapeute pour pratiquer 3 types de kinésithérapie, de la kinésithérapie respiratoire, de la kinésithérapie motrice et, dans le cadre d'une cystectomie avec une reconstruction urinaire de type entérocystoplastie, de la rééducation périnéale. Donc, c'est un parcours de kiné qui est très lourd pour les patients et qu'il faut bien anticiper et pour lequel il faut avoir le temps parce qu'il va y avoir une quinzaine au moins de séances de kinésithérapie qu'il va falloir articuler. Il y a une préparation nutritionnelle avec de l'immunonutrition, ça s'appelle
l'Oral Impact, qui est administré 7 jours avant l'intervention, le matin et le soir, avec un effet évidemment de renutrition pour le patient, mais aussi avec un effet immunitaire qui a été démontré dans la littérature, où on renforce le système immunitaire du patient et ça diminue le risque de complications digestives et pariétales notamment. Donc, plus de préparation digestive. Le patient peut boire jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Et ça, c'est très difficile à faire passer dans les services de soins parce que les infirmières sont très inquiètes de faire une bêtise en laissant le patient boire et de se voir enguirlandé le matin par le chirurgien qui dit « mais comment ça ?» ou par l'anesthésiste, le patient n'est pas à jeun. Donc, c'est quelque chose qu'il faut amener petit à petit dans les services. Donc, des liquides clairs jusqu'à 2 heures avant et une charge glucidique préopératoire. Et ça, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est de la maltodextrine. Ce sont des petites briquettes. Le patient doit en boire 2 heures avant l'intervention, 50 mg de maltodextrine le matin. Et ça aussi, c'est difficile à faire passer dans les services au début, puisque les infirmières de nuit sont souvent un peu seules et elles sont très inquiètes de donner à 6 heures du matin ou 5 heures du matin 2 briquettes de sucre au patient qui va avoir la cystectomie et qui bloque toute la vacation opératoire du lendemain. Des bas de contention, bien sûr, et si possible, pas de prémédication, évidemment adaptée au stress du patient. Si c'est la panique à bord complètement la veille de l'intervention, il faut aussi parfois savoir donner quelque chose, mais le limiter autant que possible. Donc ça, c'est pour la partie préopératoire et puis je vous montrerai comment ça doit s'articuler avec les consultations anesthésiques, cardiologiques. Dans le cas de la cystectomie, la chimiothérapie préopératoire, ça paraît simple comme ça, mais quand on a un parcours lourd comme celui de la cystectomie, articuler tout ça devient très complexe. En péropératoire, évidemment, favoriser la chirurgie mini-invasive autant que possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cystectomies sont quand même très largement pratiquées par voie ouverte en France, parce que la cystectomie par voie mini-invasive est quand même une intervention qui est techniquement assez complexe, mais la privilégier autant que possible. Éviter autant que possible les drainages. Et à nouveau, c'est un point compliqué sur la cystectomie parce qu'il y a beaucoup de lymphocèles et de lymphourées post-opératoires, mais éviter de faire sortir le patient du bloc avec 4 redons si possible. Et puis, il y a une grosse part anesthésique qui est très, très importante et qui, là, nécessite une collaboration avec nos amis anesthésistes qui, comme vous le savez, est parfois plus simple et parfois un petit peu moins simple, mais ce sont des éléments qui sont absolument fondamentaux, et notamment l'optimisation de la volémie. Après une cystectomie, il y a un vrai problème d'iléus. Vous pouvez faire votre intervention par voie mini-invasive le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions. Les patients ont un gros iléus post-opératoire qui est source évidemment de gêne à la réalimentation, mais aussi de complications respiratoires de par le météorisme abdominal, de complications pariétales avec des risques d'éviscération. Et donc l'iléus post-opératoire est un énorme problème et il y a une très 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 forte association démontrée largement dans les publications anesthésiques entre le remplissage péropératoire et le risque d'iléus. Si votre patient est rempli, le risque d'iléus est fortement majoré. Et il est très intéressant de poser la question à l'anesthésiste, combien le patient a-t-il reçu de remplissage avant d'inciser ? Eh ben, on n'est généralement pas déçu du voyage puisqu'il n'est pas rare que juste dans le temps de poser les cathéters, etc., le patient ait déjà reçu 1 litre de remplissage alors que vous n'avez même pas incisé la paroi. Et quand j'ai commencé, moi, à appliquer des protocoles de RAC, mon premier patient, donc c'est 5 millilitres kilo-heure, ce qui est très peu. C'est une cystectomie qui s'était très bien passée. J'avais calculé, le patient devait recevoir 750 millilitres de remplissage maximum pendant l'intervention. Et quand j'ai posé la question à la fin à l'anesthésiste, il avait reçu 5 litres. Ça vous donne une petite idée du différentiel. Donc c'est très important et c'est quelque chose qui a été en tout cas au début difficile à faire passer. Évidemment, l'analgésie loco-régionale, on veut diminuer autant que possible l'usage des morphiniques exactement pour la même raison, cet iléus post-opératoire qui nous embête tant. Donc diminuer les morphiniques, c'est la péridurale thoracique, le bloc pariétal, le TAC bloc, en tout cas tout ce qu'on peut pour éviter la morphine post-opératoire. Et puis après, ce sont des choses assez classiques de prévention des nausées, vomissements post-opératoires, les bas de contention, etc. Pour finir la période post-opératoire, donc le patient doit sortir du bloc opératoire sans sonde nasogastrique, ce qui pose un problème puisqu'à nouveau je reviens à cet iléus qui nous embête. Donc on ne la pose pas. Il n'est pas rare qu'on soit obligé de reposer la sonde nasogastrique dans les jours qui suivent l'intervention. Ça inquiète toujours beaucoup les infirmières, les internes qui me disent c'est un échec de RAC. Non, c'est pas un échec de RAC. L'objectif de la RAC, c'est d'avoir le maximum de chances de ne pas avoir à reposer cette sonde. S'il faut la reposer, évidemment, il faut la reposer. Pour prévenir l'iléus, le chewing-gum 3 fois par jour. Donc nous, maintenant, dans le service, on a un énorme stock de chewing-gum. On a même voulu faire un partenariat avec Hollywood pour savoir s'ils voulaient bien nous subventionner. Et puis le Covid est arrivé, donc on ne l'a pas fait, mais ça viendra peut-être. Donc notre cadre a un stock avec 500 chewing-gum dans son bureau. Et on distribue aux patients comme les médicaments, dans des petits flacons transparents, 3 chewing-gums par jour, comme si c'était des médicaments, qu'ils doivent mâcher matin, midi et soir. Et puis on essaie de réalimenter précocement avec des boissons sucrées, mais ensuite, il faut quand même y aller doucement sur la cystectomie, puisque la réalimentation trop rapide va conduire souvent à des vomissements, des
des complications, possiblement pariétales, respiratoires, etc. L'analgésie doit être multimodale et épargner autant que possible les morphiniques. Et puis, il faut mobiliser les patients. Donc, dès J1, il faut les lever, il faut les faire marcher. Ça nécessite de s'appuyer sur une équipe d'infirmières et de kinésithérapeutes particulièrement impliquées et actives. Donc à Saint-Louis, on a mis ça en place en 2018 au moment où on a sorti les recommandations puisque j'y avais participé et donc j'ai eu assez envie de commencer rapidement chez nous. Donc il a fallu mettre en place une équipe multidisciplinaire qui soit ouverte au changement de pratique, qui comprenne à la fois anesthésiste, infirmière de coordination, kiné et chirurgien avec un chef de projet et se baser sur un chemin clinique construit et écrit parce qu'en fait ça s'invente pas de mettre en place un parcours de RAC. On dit pas bah lui je vais, alors nous on dit le raquer, bon, ça veut pas dire grand chose mais c'est notre verbe à Saint-Louis. Pour faire entrer un patient dans un parcours de RAC, il faut avoir écrit le parcours clinique pour savoir qui fait quoi, à quelle étape et comment. Donc il y a plusieurs phases préparatoires de tests et de généralisation qu'on a mis en place au fur et à mesure et donc ça donne un parcours patient qui ressemble à cela. Donc il y a une consultation d'annonce avec l'urologue qui est une consultation absolument fleuve pour le patient puisqu'en gros on est sur un patient qui sait qu'il a probablement une tumeur de la vessie et qui a eu sa résection transurétrale. Et à ce moment-là, c'est tout. Et donc, il vient en consultation, on lui annonce la tumeur de vessie invasive du muscle, et là, il va apprendre en même temps qu'il a un cancer, qu'il va avoir une chimiothérapie néoadjuvante, que cette chimiothérapie va être suivie d'une cystectomie, dont il faut décider des modalités, notamment des types de dérivation urinaire, et qu'en parallèle de ça, il va falloir prendre de l'oral impact, voir le kinésithérapeute moteur, respiratoire, faire de la kiné périnéale, voir le nutritionniste, faire le bilan nutritionnel, aller voir le cardiologue. Et donc, c'est extrêmement lourd pour le patient, et donc, il est indispensable d'avoir une infirmière de coordination qui prend en charge le patient dans sa globalité, qui coordonne cela, qui organise les rendez-vous, qui l'appelle régulièrement. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on fait, en fait, c'est un fonctionnement un petit peu en étoile autour de cette infirmière de coordination avec la consultation kiné, diététicienne, le sevrage tabagique, la chimiothérapie néoadjuvante qui va se passer en parallèle sur 3 mois dans notre cas avec 6 cycles tous les 15 jours, la consultation d'anesthésie, tout ça pour arriver 3 mois plus tard à la cystectomie radicale dans les meilleures conditions. Donc, je voudrais vraiment insister sur l'importance de l'équipe d'infirmières. Donc ça, c'est notre équipe infirmière à Saint-Louis. Elles sont absolument fondamentales, infirmières, kinés, diététiciennes, pour faire fonctionner le parcours. Tout, absolument tout repose sur elles. C'est une académie de chirurgie, mais ceux qui sont autour sont absolument fondamentaux pour réussir à faire arriver nos patients à l'intervention dans les meilleures conditions. Et je voulais vraiment insister dessus. Donc, suite à la mise en place du parcours de RAC, il doit y avoir derrière un processus d'audit. Parce que entre ce qu'on pense qu'on fait et ce qu'on fait vraiment, il y a souvent un monde. Et donc, ce qui est très bien fait, et là, vraiment, je voudrais rendre hommage à Karim Slim qui a mis en place l'association GRACE, qui est l'association qui aide les services en France de chirurgie à mettre en place des parcours de RAC. Il a mis en place, lorsqu'on joint l'association, un logiciel d'audit qui est gratuit et qui vous permet de rentrer dans le logiciel l'ensemble de vos patients avant que vous commenciez le parcours de RAC et après, avec tous les critères des publications que vous pouvez cocher au fur et à mesure pour vous rendre compte, vous permettre déjà de vous poser la question pour chaque patient, est-ce qu'il a vraiment eu ce que je pense qu'il devrait avoir, et ensuite de comparer ce que vous faites à ce que font les autres centres. Et donc, je vous montrerai nos résultats dans 2 minutes à Saint-Louis, mais dans cette démarche, il y a ensuite la possibilité d'obtenir une labellisation, et donc le service de Saint-Louis a été labellisé en 2020. Nous avons été le premier service hospital universitaire en France à obtenir la labellisation GRACE pour la cystectomie radicale. Donc, on a commencé en juin 2018, on a obtenu la labellisation en janvier 2020, donc il a fallu 1 an et demi pour mettre en place l'ensemble du parcours et être labellisé. Suite à ça, nous sommes devenus référents pour l'accompagnement des établissements de santé d'Île-de-France qui veulent mettre en place les parcours de RAC pour la cystectomie radicale. Donc voilà, ça c'est le logiciel GRACE Audit, on a un nom d'utilisateur, un mot de passe et on peut rentrer l'ensemble des données. Donc, je suis désolée, c'est un peu petit, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de voir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Donc en vert, c'est les données de notre centre et en noir, ce sont les données globales de l'ensemble des centres au moment où j'ai exporté ces données qui pratiquent ou disent en tout cas pratiquer la RAC pour la cystectomie radicale en France. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, si. Donc, vous voyez globalement pour la partie préopératoire qui est là. Donc, à Saint-Louis, on s'en sort très, très bien. Et ça, c'est grâce à la photo que je vous ai montrée précédemment. C'est grâce à nos équipes d'infirmières qui coordonnent ça à la perfection. Et c'est pour ça que ça marche bien. Vous voyez quand même que dans les autres établissements de France, c'est pas si simple. Et grosso modo, à la louche, il y a à peu près 50% des items préopératoires qui sont effectivement réalisés correctement. Là où vous voyez que ça pêche le plus, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, c'est la partie péropératoire.
post-opératoire et notamment la partie collaboration avec les anesthésistes et avec l'optimisation du remplissage qui est très difficile. Alors, on a eu particulièrement du mal chez nous, mais tout le monde a des difficultés. Et puis, comme je vous l'ai dit, la question de la voie d'abord qui est ici. La cystectomie radicale est une intervention aujourd'hui qui est très peu réalisée par voie mini-invasive pour des raisons de difficultés techniques et aussi d'accès à la robotique, puisque la majorité de la chirurgie mini-invasive, en tout cas dans les CHU, est faite aujourd'hui en grande partie par voie robotique. Et donc, la voie d'abord pour la cystectomie est très peu respectée. Pour le post-opératoire, globalement, ce qui est le mieux fait, évidemment, c'est la thromboprophylaxie. Et ensuite, il y a des items qui sont mieux respectés que d'autres, avec la difficulté ici, la réalimentation dans les 24 heures, par exemple, qui est un item qui pose problème. Pour ce qui est de Saint-Louis, eh ben voilà ce qui s'est passé une fois qu'on a mis en place le parcours de RAC. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est la durée d'hospitalisation. En rouge, c'est les patients avant qu'on commence la RAC. Et en bleu, c'est les patients après qu'on ait mis en place le parcours. Ben, vous voyez que c'est assez clair, hein. Il y a eu un décalage vers la gauche très net de la durée d'hospitalisation de nos patients. Et sur les 71 premiers patients, nous avons fait réduire la médiane de durée d'hospitalisation de 18 à 12 jours, soit une semaine entière d'hospitalisation en moins en 1 an et demi de mise en place du parcours, ce qui est quand même absolument majeur. Et quand vous regardez le réduction du taux de complications majeures, il est passé de 65 à 28% en 1 an et demi. Donc, on a eu un effet extrêmement positif pour les patients et extrêmement rapide, ce qui, bien sûr, a renforcé l'intérêt de l'ensemble de l'équipe pour la pratique et a aidé ensuite, évidemment, de plus en plus à mettre ça en place de manière absolument systématique. Donc, en conclusion, la RAC est un parcours de soins qui aujourd'hui bénéficie d'un fort niveau de preuve, qui est vraiment une prise en charge globale, pré-, per- et post-opératoire. C'est pas faire sortir le patient du bloc sans sonde nasogastrique et lui donner des chewing-gums. Ça commence vraiment en amont et ça doit commencer longtemps avant la cystectomie. Il faut s'y prendre au moins 3 mois avant pour que ça marche. Donc, on a aujourd'hui des recommandations au niveau de l'Association française d'urologie avec 20 critères. Je ne crois pas que l'ensemble des sociétés savantes de chirurgie se soient emparées comme ça du problème en France avec des publications des recommandations comme ça nettes pour mettre en place ce parcours. Ça repose vraiment sur une multidisciplinarité et sur l'adhésion de chacun. Chaque acteur pris impliqué doit vraiment adhérer et croire au parcours pour que ça fonctionne. Et il est absolument indispensable de s'évaluer et de mettre en place des procédures d'audit parce qu'on a vraiment été surpris au début de se rendre compte qu'entre ce qu'on pensait faire et ce qu'on faisait vraiment, il y avait souvent un gros décalage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Vous avez convaincu sur quelque chose sur lequel nous étions déjà convaincus. Le RAC, arrêtez ce nom, c'est calcifié, mais le RAC, la réhabilitation, c'est indispensable. Si vous permettez 2 questions. Est-ce que vous avez le même schéma pour quelqu'un qui a un homme de 50 ans, svelte, non diabétique, non hypertendu, non insuffisance rénale, non bronchopathie, vis-à-vis versus un homme de 75 ans qui est obèse, hypertendu, diabétique, insuffisance cardiaque et bronchopneumatique. Est-ce qu'il y a des variétés, différences qu'il faut faire dans la préparation pour ce parcours? Il y a une deuxième question que je poserai après. Eh bien non, en fait, on fait exactement la même chose. Alors, ça peut paraître un peu étonnant comme réponse. Alors, j'ai entendu cette question, je l'ai entendue plusieurs fois dans les congrès, j'ai entendu toutes les réponses. Certains m'ont dit le patient trop vieux, trop âgé, etc. C'est complètement impossible de le faire rentrer dans un parcours comme ça ne marchera jamais. Donc, les patients trop vieux ou trop comorbides, on ne fait pas. Alors ça, c'est la réponse qui, à mon sens, n'a aucun sens parce que c'est particulièrement ceux chez qui on veut absolument faire. Mais j'ai déjà entendu à de multiples reprises cette réponse. Donc, bien évidemment, les patients âgés et très comorbides sont peut-être ceux qui en vont en bénéficier plus et il faut évidemment absolument les inclure. Mais pour qu'un parcours comme ça fonctionne, il ne faut pas faire de différence. Ça doit être absolument systématique. Donc là, je vous donne une réponse qui est une vision au parcours de soins et organisationnelle. Si vous voulez mettre en place un parcours comme celui-là, il faut l'appliquer à tout le monde. Il va bénéficier à tout le monde. Mais à l'évidence, il bénéficiera d'autant plus à un patient âgé, fatigué, dénutri, démusclé, par rapport à un patient de 50 ans qui fait du jogging tous les week-ends. Mais il faut le faire pour tout le monde, je crois. C'est le même protocole pour tout le monde. C'est exactement le même protocole pour tout le monde, à la différence près quand même que tous nos patients âgés, et on fait un score G8, qui est le score oncogériatrique, les patients qui ont un score G8 au-dessus de 14 ont tous une évaluation oncogériatrique en plus, mais c'est la seule différence sur le parcours cystectomie entre les plus jeunes et les plus vieux. Ma deuxième question, c'est que les patients, après l'intervention, sont fatigués. Cette fatigue est due, me semble-t-il, à des phénomènes inflammatoires qui sont indispensables pour la cicatrisation.
remonter point. Par exemple, l'augmentation de plaquettes, l'augmentation des fibrinogènes, l'augmentation de baisse, etc. Est-ce que vous avez des moyens pour atténuer ce phénomène inflammatoire post-opératoire, donc la fatigue des opérés? Oui, je crois que c'est ce que vise particulièrement l'immunonutrition et la kinésithérapie motrice. Donc, l'immunonutrition a un effet là-dessus. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'immunonutrition, mais ce qui est dans les publications, c'est ce qui est suggéré. Donc, ça agit via l'administration 7 jours avant l'intervention. Et ensuite, il est très clair que la pratique du sport, le fait d'avoir une activité physique avant l'intervention, va réduire la fatigue en préopératoire et donc en post-opératoire et améliorer la capacité du patient à répondre d'un point de vue métabolique, physiologique au stress opératoire. Donc, vraiment, je dirais que la kiné et l'immunonutrition dans le parcours sont les 2 points les plus importants pour lutter contre cela. Donc, vous n'intervenez pas sur l'inflammation? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une petite question sur l'immunonutrition. Est-ce que j'ai lu des papiers, mythe ou réalité? C'est quoi? C'est de l'arginine? Qu'est-ce qu'on fait avec ce concept? Est-ce qu'il y a des preuves d'EBM sur l'utilisation de ces produits? Oui, alors je vous ai montré, il y a un essai en urologie qui a montré que l'administration d'immunonutrition diminuait le taux de complications post-opératoires. Là, je ne suis pas rentrée suffisamment dans les détails de la lecture, mais il y a ce que j'en ai lu quand on a mis en place le parcours, et je ne pourrais pas à nouveau vous redonner les détails, mais c'est que évidemment il y a un effet via la renutrition, mais il y a aussi vraiment un effet, il y a un paquet d'acides aminés, etc. là-dedans, il y a vraiment un effet anti-inflammatoire et pro-immunitaire qui impacte indépendamment le risque de complications post-opératoires. Oui, j'ai une petite question de curiosité. Pourquoi vous n'avez pas choisi, je crois que vous avez parlé au début, la certification ERAS? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on a choisi avec surtout un intérêt, mais je veux dire, ce que vous faites est merveilleux, hein, c'est d'avoir un benchmark international, je veux dire, avec les pays du Nord, les pays anglo-saxons, etc., ce qui permet d'avoir des visions très larges sur sur la RAC et sur les hospitalisations. Oui, tout à fait. Les 2 étaient possibles. C'est vrai que nous, on a choisi de privilégier l'association française. C'est pour être, dans la francophonie. C'est vrai que c'est aussi beaucoup de nos infirmières qui remplissent le logiciel d'audit, etc., qui ne parlent pas toutes forcément très bien anglais. Donc, on a choisi le logiciel français. Bon, mais on aurait très bien pu faire aussi la version Europe. J'aurais une question d'abord. Bravo, Alexandra. Pour la cystectomie, c'est un plus extraordinaire, ça, il n'y a pas de doute. Pour d'autres interventions qui sont quand même beaucoup plus légères, c'est sûr, je pense par exemple à la prostatectomie radicale ou à certaines néphrectomies qui peuvent être importantes encore. Hein. Est-ce que vous utilisez le même protocole finalement? Alors, on a un débat un petit peu au sein du service. C'est vrai que Pierre Monget-Artus, par exemple, est très enclin à finalement mettre en place le parcours pour l'ensemble des interventions. Je crois qu'aujourd'hui, sur la prostatectomie radicale ou la tumorectomie rénale par voie mini-invasive robot-assistée, on a des durées d'hospitalisation qui sont quand même courtes avec des taux de complications qui restent faibles. C'est sûr que la mise en place d'un parcours de RAC va améliorer les suites des patients, quelle que soit, à mon sens, l'intervention, ne serait-ce que par la qualité de vie, qui est quelque chose qu'on évalue peu en post-opératoire. Mais ensuite, il faut voir l'investissement que ça demande du point de vue de l'équipe de soins par rapport aux bénéfices post-opératoires pour le patient. Hubert Joannet. Oui, on a bien compris que c'était une intervention très lourde. D'abord, bravo pour votre communication. La durée de l'opération, vous pouvez nous dire 3 heures? La cystectomie, oui. Ça va dépendre un petit peu si vous venez de commencer ou si vous faites ça depuis 40 ans. En général? Généralement, une cystectomie avec une dérivation de type Bricker, ça va être 3 heures, 3 heures et demie. Et s'il y a une entérocystoplastie, on peut aller jusqu'à 5 heures. Ma question, c'est, j'ai vu que dans les critères, il y avait les anxiolytiques. Et je ne savais pas que la prescription d'anxiolytiques, ça apportait un plus dans le cadre de la réhabilitation améliorée, c'est ça? Non, je crois que là c'était l'inverse, c'était d'éviter la prise d'anxiolytiques. En fait, c'était d'éviter la prémédication trop importante en préopératoire et d'avoir un patient qui arrive complètement en termes de prémédication. Endormi, trop prémédiqué. D'accord. Voilà. L'objectif, c'est de garder le patient le plus actif, le plus proche possible de la descente au bloc opératoire. Chère Alexandra, nous avons 2 éminents urologues à distance, en ligne, Pascal Richman et puis Jacques Hubert. Vous avez peut-être des commentaires, ce que vous faites dans votre service? Bonjour à tous, c'est Richman. Écoutez, d'abord, je voulais féliciter Madame Masson-Lecomte pour son excellente présentation.
On sent que c'est en plus très vécu. Et j'ai reconnu notre mode de fonctionnement, surtout lorsqu'elle a montré la photo des infirmières. Et je la rejoins tout à fait quand il s'agit de dire qu'on a besoin de ce type de coordination et que c'est une question finalement d'organisation générale qui en elle-même va élever le niveau général de prestation de l'équipe. De même d'ailleurs que la labellisation. Qui est important, puisque, encore une fois, c'est presque comme un examen de niveau et ça tire l'ensemble des prestations de l'équipe vers le haut. Je crois que c'est très important. Alors, vous avez évoqué la chirurgie laparoscopique que vous avez qualifiée de mini-invasive, maintenant aidée par le robot. C'est vrai que nous la pratiquons depuis une vingtaine d'années, enfin, en laparoscopie. Je crois qu'on avait la première publication française à l'époque. Ça apporte, oui, incontestablement, mais tout en la pratiquant régulièrement et maintenant avec le robot depuis 20 ans, je peux vous dire qu'il y a un plus avec l'application de la RAC. Donc, le mini-invasif ne résume pas tout. La RAC est absolument essentielle. Et pour terminer, je dirais que c'est essentiel parce que vous l'avez, Grangebach l'a abordé, la question du terrain. Alors, j'adhère totalement à votre réponse parce que sinon, la frontière est difficile à fixer entre quelqu'un en bonne santé et quelqu'un en moins bonne santé. Je crois que c'est une règle générale. En plus, ça permet à l'équipe de continuer de s'organiser. Mais il faut rappeler quand même que ce sont des terrains souvent difficiles. Ce sont des fumeurs, des gens âgés, donc ils sont très souvent vasculaires et exposés aux complications. Et j'aurais juste une question, mais vous l'avez évoqué, c'est-à-dire tous ces patients sont présentés en RCP pour la chimiothérapie néoadjuvante. Ils ne l'ont pas tous. Ce sont des choix qui sont faits en accord donc, avec les oncogériatres, avec les oncologues et éventuellement les néphrologues, parce que beaucoup sont en insuffisance rénale, souvent d'origine vasculaire ou mixte. Donc là, est-ce qu'il y a un impact particulier, une attitude particulière pour les patients qui ont eu une chimiothérapie néoadjuvante dans votre expérience? C'est ma question. Non, alors ça se passe de la même manière. Il y avait quand même effectivement forcément la chimiothérapie néoadjuvante dans le cas de la cystectomie. C'est une chimiothérapie qui est quand même assez lourde, hein, qui se fait sur 3 mois et c'est vrai que ça fatigue énormément les patients. Alors on s'était avant de mettre en place le protocole de RAC posé la question des complications post-opératoires chez les patients qui avaient eu de la chimio et ceux qui n'en avaient pas. Et c'était très intéressant de constater qu'il n'y avait aucune différence en termes de complications entre les patients qui ont été traités par une chimio et ceux qui n'ont pas été traités. Et on avait comparé ça quand même sur une assez longue période. Donc fort de cette constatation, n'ayant observé aucune différence, eh bien, on traite exactement pareil en préopératoire les patients puisqu'ils ont en post-opératoire le même type de suite. Voilà. Et je me permets juste de vous remercier pour le commentaire sur la question de la voie mini-invasive parce que c'est vrai que l'essai prospectif randomisé qui a comparé les complications post-opératoires de la cystectomie robot par rapport à la cystectomie ouverte qui s'appelle Razor, et il y en a un autre qui s'appelle Coral, d'ailleurs il y en a 2, n'ont montré aucune différence en termes de complications post-opératoires et ça fait probablement partie des raisons pour lesquelles la cystectomie est beaucoup encore pratiquée par voie ouverte. Sauf que c'est la durée d'hospitalisation qui est assez nettement réduite. On est actuellement entre 7 et 10 jours d'hospitalisation après la cystectomie. Après, c'est des questions de drainage urinaire qui font la différence. Merci beaucoup Pascal, merci Alexandra. Est-ce que Jacques Hubert, est-ce que tu veux poser une question, je crois? Oui, merci Bertrand, bonjour à tous. Merci pour votre très belle communication et merci pour ce que vous avez réussi à mettre en place à Saint-Louis. Donc là, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Pascal Richman, ça permet d'augmenter le niveau général de l'équipe. Donc vous avez insisté sur le rôle de tout ce qui est paramédicaux, de l'anesthésiste, de cette collaboration au sein de l'équipe. Moi, mes questions en fait revenaient à la robotique et son intérêt. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup. C'est sûr que le préopératoire, le péropératoire, le post-opératoire sont importants, mais le mini-invasif, donc vous avez répondu partiellement avec l'étude que vous avez citée. Je suis convaincu il faut aussi développer ce mini-invasif, développer la robotique, mais ça a un coût parce qu'il faut acheter des robots, parce qu'il faut se former. Pour une autre intervention qui est la néphrectomie donneur vivant, quand nous sommes passés de la chirurgie ouverte à la chirurgie robotique en 2002, on a eu un changement considérable. On est passé de 10 jours à 3-4 jours d'hospitalisation. Donc, la RAC sans le mini-invasif, ça ne va pas. Il faut vraiment une association des deux, mais ça demande des investissements pour l'organisation au niveau de la RAC, investissements financiers pour les achats des robots et pour les formations des chirurgiens. Donc, j'avais dans la publication que vous citiez de 2013, j'ai vu qu'il y avait Peter Wiklund qui était un des co-auteurs, qui est vraiment le promoteur européen de la cystectomie. Est-ce que dans cette étude déjà, là, à l'époque, ils avaient fait une différence entre les RAC plus mini-invasifs et RAC sans mini-invasifs?
Alors, dans l'étude, dans la publication de 2013, c'est pas une étude, c'est des recommandations. Donc, comme ce qu'on a fait nous au niveau de la FU, ils se sont assis ensemble pour faire des propositions. Depuis, il y a eu pas mal de publications sur la question de l'ARAC, du mini-invasif. Le problème, c'est qu'on compare 4 paramètres. C'est-à-dire que si on fait des groupes avec et sans RAC, avec et sans chirurgie mini-invasive, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on compare à quoi. Il y a des études qui ont montré clairement que même si on fait de la chirurgie mini-invasive, la RAC a vraiment un intérêt en surajouter, c'est-à-dire que ce n'est pas que la chirurgie mini-invasive qui permet de réduire les complications post-opératoires. Si vous faites un groupe cystectomie robot et un groupe cystectomie robot plus RAC, clairement le groupe cystectomie robot plus RAC va aller beaucoup mieux, plus vite que le groupe cystectomie robot seul. Donc le mini-invasif fait partie des items du protocole de RAC, mais il n'est clairement pas à lui seul suffisant pour permettre l'amélioration post-opératoire. Et en tout cas, aucune étude pour l'instant n'a quand même démontré clairement le bénéfice en termes de complications. Pour autant, je suis un chirurgien robotique convaincu, hein, je fais que ça toute la journée, mais s'agissant de la cystectomie, sur la question vraiment du taux de complications post-opératoires, la robotique n'a pas encore complètement montré son intérêt. Merci beaucoup Alexandra.